Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Nouvellement greffé du rein, M. Sylvain Paul a retrouvé une certaine liberté. Il est ici pour nous en parler. Alors, mesdames et messieurs, M. Sylvain Paul. M. Paul, bonsoir. Bonsoir. En tout premier lieu, de même, comment va la santé? Ça va très bien. Oui. Ouais, j'ai rien à redire, c'est merveilleux. C'est une nouvelle vie. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Bon, on pourrait dire ça comme ça. Ça a été graduel là, avec la dialyse. OK. La progression avec la dialyse, là, puis en s'en allant vers la greffe, ça a été graduel. Fait que le fait de retomber du jour au lendemain avec un nouveau rein, puis la vie qui reprend normalement, là, c'est... Parce que là, vous avez recommencé à travailler. Oui. Ce que vous ne faisiez pas avant, dû à la dialyse. C'est ça. Expliquez-nous juste un peu, là, quand on... Parce que j'en parle avec M. Trottier ici souvent, puis tout ça, mais venant de vous, expliquez-nous, c'était quoi un peu la journée d'une personne qui allait en dialyse? Ben moi, mes traitements étaient tôt le matin. OK. Je me levais, je déjeunais, 6h30, j'étais rendu en dialyse, je commençais mon traitement. Puis ça finissait à 10h30, 11h, dépendamment de la durée du traitement, dépendamment de l'état que j'étais là, par la filtration. Là. Et puis après ça, ben, quand je retournais chez moi, j'étais fatigué un peu. Après ça, ben, j'avais pas grand-chose d'autre à faire. Je restais chez moi ou si je pouvais faire un petit peu quelque chose, mais c'était des journées comme ça. Est-ce qu'on peut dire que ça change une vie? Là, c'était quoi? 4 fois par semaine? 3 fois. 3 fois par semaine. Donc, 3 fois par semaine, vous étiez là, attaché à l'hôpital. Oui. Au moins, c'était à la Sarre toujours. Oui, oui. C'est moins pire. Avant ça, c'était Rouen. Puis même, on en a parlé déjà, c'était Montréal, même dans les débuts. Puis, mais on n'a plus de liberté. On ne peut plus faire ce qu'on faisait avant. Non, parce qu'aussitôt qu'on pense aller à l'extérieur, il faut soit s'arranger avec un autre hôpital où on peut faire le traitement. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller le faire là, parce qu'il faut qu'il y ait des places disponibles. Voilà. Fait qu'il faut choisir, il faut déterminer, il faut prévoir en conséquence de ça. Quand vous avez dit tantôt, dépendamment de la durée de la dialyse, ce n'est pas pareil à chaque traitement ou bien non? Non, ben je dirais que c'était rajusté une fois par semaine, une fois par mois peut-être. C'est que dépendamment du résultat qu'on a, le résultat de la filtration. Des fois, ça peut aller moins bien, des fois, ça peut aller mieux, fait que le traitement dure moins longtemps. Sinon, ben il rallonge le traitement. C'est donc dire, M. Paul, qu'au moment où l'on se parle, vous avez retrouver une certaine liberté que malheureusement vous aviez perdue. C'est en plein ça, oui. Je dirais même la pleine liberté. La pleine liberté. Ouais. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes véritablement autonome. C'est en plein ça, oui. Vos reins fonctionnent, tout marche à merveille, si on peut s'exprimer ainsi. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, là, aujourd'hui, versus avant votre greffe? Ce n'est plus la même vie. Je sais qu'on l'a dit tantôt, mais pour la famille puis tout ça, ça doit être... Pour côté familial, c'est tout le monde rentre dans ma routine. Tout le monde rentre dans ça parce qu'on est tous ensemble. Je dirais que c'est plus côté personnel. C'est notre orgueil qui en prend un coup. Parce qu'on ne peut plus travailler, on est dépendant. Quand on reçoit la greffe, puis qu'on retrouve un travail, bien, c'est là qu'on retrouve notre dignité, notre personnalité. Exactement. Puis, une certaine journée, il y a eu l'appel de l'hôpital Royal Victoria. Oui. Contez-moi cette journée-là, là, quand c'est arrivé, puis là, c'était quoi, là, partir quand vous avez raccroché le téléphone, puis... C'était surtout inattendu. Parce que... Vous ne l'attendiez plus ou bien non? Vous ne l'attendiez pas si tôt ou quoi? Non, c'est parce que les circonstances ont fait que j'ai eu une opération un peu avant, puis les médecins pour la greffe attendaient les résultats de cette opération-là. OK. Puis j'attendais la confirmation des médecins qui me disaient « Oui, tu rembarques sur la liste d'attente ».
Bien, je ne l'avais pas encore eu, je l'attendais par téléphone ou par courrier. Puis je ne l'avais pas encore eu. Puis le 4 septembre, j'étais en traitement, puis ils ont communiqué avec le centre d'hémodialyse Saint-Lazare pour dire qu'il y avait un rein pour moi. Ça, c'est le 4 septembre 2008, celui qu'on vient de passer. Donc, c'est encore tout frais, tout nouveau. Ouais. Vous avez eu cet appel-là. Donc, le centre de dialyse vous a... Ce n'est pas l'hôpital Royal Victoria qui vous a appelé directement. Non, c'est parce qu'ils ne devaient pas pouvoir me rejoindre là, pour que j'étais en traitement. Là. Fait que là, c'était l'hôpital de la Sarre qui vous a rejoint. Oui, bien, j'étais sur place. OK, vous étiez sur place. Quand on vous a annoncé ça, on vous dit ça, là, M. Paul, on a un rein à Montréal, il y a un rein pour vous, il faut que vous vous déplaciez à Montréal. Là, c'était quoi, là? J'ai été pris au dépourvu. OK. Puis est-ce que c'était la joie ou c'était la crainte? La crainte, je ne penserais pas. Non. Parce que je suis pas nerveux là-dessus, je ne suis pas nerveux. C'est rendu au moment, avant d'entrer dans la salle d'opération, que la nervosité après. Je pense que c'est un peu normal. C'était plus l'inattendu, pas savoir quoi faire pour s'en aller là-bas ou ces choses-là. Mais tout se place une chose après l'autre, puis... Ça y va. Ça y va. Ouais. Après cette greffe-là, est-ce qu'on peut dire que votre vie, elle est redevenue ce qu'elle était avant votre dialyse? C'est pas la même vie, c'est pas pareil. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas la vie de la même façon. Parce qu'avant la dialyse, c'est comme si je n'étais pas conscient que la santé, il faut y faire attention, puis tout ça. Aujourd'hui, je suis conscient de tout ça. Je suis conscient des gens qui sont en santé, la chance qu'ils ont. Qu'il y a des choses que tu peux perdre à cause de la santé, comme on parlait tantôt de la liberté ou des choses comme ça. Exactement. Oui. C'est surtout à ce niveau-là que ça change beaucoup. Quand tu t'aperçois de ce que tu as perdu, puis ce que tu retournes chercher après. Est-ce que vous connaissez votre donneur? Non. Moi, j'avais juste demandé le sexe puis l'âge. Puis j'ai pas eu aucune réponse. Ils voulaient pas. C'était pas permis. Est-ce que vous aimeriez le savoir? Ça m'importe pas. Pour vous, ce qui était et ce qui est important, c'est d'avoir un rein qui fonctionne. C'est ça. Puis là, qui vous rend autonome. C'est ça. C'est ça qui était important, peu importe de qui il vient. C'est ça. La difficulté d'adaptation, est-ce que ça vous a inquiété? L'adaptation. Adapter votre système ou ce rein-là, est-ce qu'il va s'adapter à votre système à vous? Est-ce que ça vous inquiète? C'est au départ. Autrement dit, avez-vous eu peur d'un rejet? Au départ, oui, parce que mon rein, ça a pris 3 semaines avant qu'il donne des résultats pour dire qu'il était fonctionnel. Ah oui? Comme ça, 3 semaines, vous vivez dans le néant. C'est ça. On attendait qu'il parte. Puis j'ai continué d'avoir de la dialyse là-bas à Montréal. Pendant le temps, en attendant que ça parte. Puis quand ils ont commencé à avoir les signaux qu'ils voulaient partir, ils ont arrêté la dialyse. Pour être sûr que pour voir que c'est bien le rein qui filtre le sang et non le traitement. Fait que là, vous avez senti une certaine liberté. À ce moment-là, là, moi je suis en décours. J'espère ne jamais passer là, mais là, votre premier réflexe, est-ce que ça a été « je suis autonome » ou bien non, « je n'ai plus besoin d'avoir de dialyse ». Je pourrais pas dire lequel est le premier. Je pense, moi, j'ai été longtemps à l'hôpital. Je sais qu'il y a des gens qui ont été là une semaine. Moi, j'étais là un mois de temps. Puis je pense que le premier réflexe que j'ai fait, c'est prendre une bouffée d'air en sortant de là. C'était peut-être ça, le sentiment de liberté, de respirer l'air, de ne pas être attaché à rien. Puis... Qu'est-ce que vous auriez, M. Paul, à dire aux personnes aujourd'hui qui sont en attente d'une greffe de rein, qui sont en dialyse, comme vous l'avez été? C'est certain qu'il y a sûrement des personnes qui nous écoutent ce soir, qui sont en dialyse, possiblement, puis qui vous envient, ça c'est certain, et c'est normal aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là? Bien, c'est de ne pas désespérer. Que ça peut arriver à n'importe quel moment, parce que moi, c'était pas attendu. En tout cas, pas à ce moment-là. Je m'attendais à ce que ce soit plus tard. Fait que c'est de ne pas désespérer. Puis,
c'est tout un changement quand ça survient. Votre épouse ou conjointe, comment elle a pris ça? À partir du moment, là, parce qu'on revient toujours à la dialyse, puis on en vient à une greffe de rein. Comment elle a fonctionné avec ça? Elle vous appuyait, c'est sûr? Oui, bien, comme je vous dis, tout est graduel dans le cheminement de tout ça, qui t'annonce que tu vas avoir besoin de dialyse, tu commences les traitements. Elle m'a suivi tout le temps, puis elle m'a appuyé tout le temps. J'ai pas rien de spécifique par rapport à ça, là. Elle était là. Oui, oui. Jamais elle m'a montré que ça la dérangeait ou que elle était là physiquement, fardeau, elle était là moralement aussi, oui, c'est sûr. Beaucoup. Le moral dans ça. Le moral je pourrais dire important. Avant de partir pour la greffe, le moral n'était pas haut. À cause, moi, c'était pas le traitement de dialyse qui était mon problème, si je peux dire. C'était le fait de ne pas pouvoir travailler comme une personne normale. Puis c'était ça qui faisait que mon moral était plus bas. Avez-vous eu peur à un certain moment donné, quand vous êtes en allé à Montréal pour subir cette greffe-là, aller jusqu'au moment de la greffe directement, avez-vous eu des craintes? Des craintes de dire ça va-tu marcher? Tout d'un coup que ça ne marche pas. Je vais être de recommencer encore. Non, ça a été. Vous aviez confiance? Oui. Ça a été surtout le temps qu'il a pris à partir, comme je dis, j'ai été 3 semaines dans l'attente. Okay, ça, c'était très long. C'était là, plus que ça avançait dans ces 3 semaines-là, c'est là que je commençais à me poser ces questions-là. OK. Si ça ne marche pas, il faut que je recommence. À un certain moment donné, vous vous êtes mis à parler de votre rein en l'appelant mon rein. Oui. OK. Et puis après, ça a été rénal. C'est ça, oui. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de positif. OK. Fait que là, il fallait que je lui parle. J'étais dans ma chambre à l'hôpital, puis il n'y avait personne alentour. Fait qu'il fallait que j'y parle. Je voulais qu'il parte. Fait qu'au lieu de dire mon rein fait quelque chose, j'ai donné un nom. C'est tout. Rénal. C'est ça. C'est un jeu de mots. Donc, il vous a écouté. C'est ça. Ouais. Je sais que vous avez quelques hommages, entre autres à l'équipe de dialyse. Ouais. Vous avez rendu hommage. Oui. C'est parce que toutes les personnes qui travaillent là, c'est à force de les côtoyer, ils viennent, qui nous connaissent, on finit par compter notre vie, ou ils nous connaissent, je dirais... Presque par cœur. Presque par cœur. Puis ça devient des amis. Oui. Ils sont là pour nous autres, on n'est pas des numéros pour eux autres. Ça, c'est important, ça? Oui. Puis c'est vraiment, aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils sont là, qui s'occupent de nous autres. Puis il y a aussi aux 2 femmes de votre vie, qui sont votre mère qui est décédée aujourd'hui et votre conjointe. Votre mère qui était malade. On n'embarquera pas trop dans cette histoire-là, mais c'était important pour vous de rendre hommage à ces 2 personnes-là. Oui. Ma mère, parce que j'ai peut-être manqué, là, parce qu'elle me manquait beaucoup. J'ai même, comme on a dit tantôt, j'ai parlé à mon rein, j'ai parlé à ma mère surtout. Fallait que je lui rende hommage. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle est décédée. Fait que moi, je crois qu'elle m'a supporté dans tout ça. Et puis ma conjointe, elle était là depuis le début, depuis qu'on se connaît, puis elle m'a suivi, puis elle venait à Montréal à toutes les fins de semaine, là. Puis il y a les collègues aussi de votre conjoint. Oui. Ça, c'était important, ça aussi. Oui. Parce qu'elle est enseignante, où ce qu'elle travaillait, elle voulait partir plus de bonne heure le vendredi pour arriver à Montréal. Là. Fait qu'il s'arrangeait pour que tout concorde, là, pour que ce soit plus facile pour elle. Exactement. Signature de carte de don d'organes. On va terminer avec ça, M. Paul. C'est... On dirait, malheureusement, souvent les gens ne prennent pas ça au sérieux. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces personnes-là? Moi, j'ai eu la preuve que c'est... Vous êtes une preuve vivante. C'est ça. C'est important. Ça change la vie de quelqu'un. Juste récemment, là, une petite fille qui est décédée et qui a donné 4 organes. Il y a 4 enfants qui ont été, qui ont été greffés. C'est parce qu'il faut s'enlever dans la tête de dire, si tu penses qu'ils vont aller jouer dans le corps de mon enfant ou de ma femme, peu importe, si tu penses qu'ils vont aller jouer là-dedans, laissez-les reposer en paix.
Mais il faut penser qu'on sauve des vies avec ça. Puis cette personne-là, malheureusement, elle est décédée, donc... je m'excuse, mais ça y fera pas mal. Elle n'a plus de besoin. Ouais. Mais par contre, on peut sauver des vies avec ça. C'est ce qui est important. Je respecte le choix des gens quand même. Par exemple. Oui, mais par contre, ça change vraiment là, pour la personne qui reçoit. Monsieur Paul, merci infiniment de ce beau témoignage. Et puis, tout ce que je vous souhaite, c'est la santé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Courte pause et on vous revient dans quelques instants. Restez avec nous. Des nouvelles du Club de l'amitié des handicapés secteur Lasserre avec sa directrice générale, Mme Suzanne Plourde. Madame Plourde, bonsoir. Bien, bonsoir, Gaby. Merci de votre visite. C'est toujours agréable de vous recevoir parce que on sait que vous êtes un plus terrible pour ce club-là. Ces personnes-là ont besoin de personnes aussi dynamiques que vous. Et puis, ça fait toujours un très grand plaisir de vous recevoir parce que il se passe beaucoup de choses dans le club de l'amitié des handicapés. Ce n'est pas qu'avant, il ne s'en passait pas. Je ne jette la pierre à personne. Sauf que depuis que vous êtes là, il y a des choses, me semble, qui se passent et on en entend parler beaucoup. Puis c'est tout en votre honneur, Mme Plourde. Bien, merci, mais je ne fais pas ça seule. Non, c'est sûr, c'est une équipe. C'est sûr. Effectivement. Oui. Et le dynamisme que j'ai, qu'on me donne, mais c'est les membres qui me donnent ça. Je trouve tellement qu'ils sont généreux. Ça va tout seul. Ça va tout seul? Oui. Quelle sorte de saison le Club de l'amitié des handicapés a cette année? Parce qu'on entend parler de vous beaucoup. On voulait, en 2008, on avait dit qu'on voulait avoir une saison un peu calme. Eh bien, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Oui. Je vous dirais qu'on n'a pas fait beaucoup de sorties extérieures. Okay. Quelques-uns, mais pas comme on aurait voulu. Par contre, on a plus misé l'emphase sur nos membres. L'improvisation, le petit journal, l'implication à l'art, les peintures, le bricolage. Fait que tout ça fait que même si on n'a pas sorti, on a fait beaucoup de choses. Moi, je vais en revenir au petit journal. Le petit journal, je vous avais reçu lorsque ce petit journal-là a été instauré. Comment il va, le petit journal? Ah, très bien. Oui. Très bien. Et on s'est aperçu que à travers ce journal-là, on a donné la chance à des personnes loin d'être sur le marché du travail de faire des tâches professionnelles d'éditeur. C'est valorisant, gratifiant pour ces gens-là. Et d'une autre part, la complicité entre l'abonné et le camelot, que maintenant, ils ont hâte. Quand est-ce qu'il va arriver à notre petit journal? C'est sûr qu'il n'y a jamais de date fixe parce qu'il faut y aller avec leurs limites, leurs limitations, pardon. Sûrement. Et puis, par contre, quand est-ce le prochain? Donc, ça a créé cette chimie-là entre ces deux mondes-là. C'est super. C'est donc dire qu'à ce moment-là, vous avez été chercher chez des personnes des ressources que ces personnes-là ne savaient pas qu'elles avaient. C'était caché. Il fallait juste les trouver. Exactement. Ça, c'est vrai. Donc, en fait, c'est eux qui nous le font découvrir. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'épousser un petit peu, de regarder. C'est sûr qu'au départ, on avait une vingtaine de personnes qui étaient greffées à ce petit journal-là. On a donné des ateliers, comment se comporter, le vocabulaire, le comportement, l'attitude. Bon. Et on s'est aperçu qu'il y en a qui sont capables de suivre, puis il y en a d'autres qui ont un petit peu plus de difficultés. On les met pas à côté, sauf qu'on les fait faire d'autres choses. Ils deviennent camelots, mais à l'intérieur du club. Donc, on a des membres qui sont abonnés au petit journal, et ce qu'on fait, garde, va porter ça à une telle. Okay. À l'intérieur du club, ils sont camelots et qui vont porter le petit journal à chacun. Et c'est leur limitation, c'est leur limite, et on respecte ça, et ils sont très heureux là-dedans. Ce que vous devez certainement entendre dire de ces personnes-là, hey, c'est moi qui a fait ça. Parce que, et le moi qui a fait ça, c'est pas pour se vanter d'avoir fait ça, c'est que je pensais pas de pouvoir faire ça, puis regarde, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est important pour le sens d'appartenance. Voilà, c'est excessivement important. Alors, vous avez été chercher chez ces personnes-là
quelque chose qui dormait à l'intérieur, qui sommeillait, puis que vous avez réussi à aller chercher, puis à leur dire, puis à leur inculquer surtout le fait que tu es capable de faire ça. Ils ont tellement de richesses, ces gens-là. C'est sûr qu'ils ont des richesses. Puis moi, puis je le sais à chaque fois que je vous invite, puis je vais leur dire encore, même si vous me dites, ouais, ben là, tu le dis tout le temps, mais ces personnes-là ont le droit de vivre en société. Puis ils ont le droit de sortir, puis ils ont le droit, il faut que ces personnes-là soient acceptées partout où elles vont, puis c'est excessivement important. On les a tellement cachés longtemps qu'aujourd'hui, on les sort, puis ils ont le droit de vivre comme tout le monde, et en société comme tout le monde. Campagne de financement annuel, Madame Plourde. Ça s'en vient bientôt. Ça s'en vient. Le 21 mars. Alors, on se souvient que les deux dernières années, 2007-2008, le défi de l'amitié, c'est encore un défi de l'amitié. On a des petits parcours, mais cette année, il y a quelque chose de très, très, très nouveau. C'est un défi d'une ampleur encore plus grand et on est allé chercher les qualités chez nos membres. Encore là. Vous avez plongé, comme on dit. Tête première. Tête première. Oui, mais je vous dirais que le fond n'est pas atteint encore. Non, puis j'en suis persuadé qu'il ne sera pas atteint non plus parce qu'on ne se cogne pas dans le fond de l'eau avec Mme Plourde, c'est certain. 3e édition du défi de l'amitié. Ce que vous pouvez nous dire, dites-nous-le, parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas nous dire. Il y a des petits secrets. Il y a des petits secrets et on les respecte aussi. D'accord. Alors, cette année, ce qu'il y a de grand comme défi, c'est on offre à la population, à la communauté, un spectacle de Dieu merci. En fait, c'est qu'on a jumelé 2 grands émissions de télé populaires, Dieu merci et Star Academy. Et je m'explique. Dieu merci, bon, on connaît l'émission, donc oui, Éric Salvaille, le dimanche soir, on connaît ça. Bon, on va avoir un petit Éric Salvaille qui est sous l'identité de Steve Nadon, de CIA. On va avoir notre Gaston Lepage par Donald Renaud. Nous allons avoir nos 8 concurrents qui ont accepté facilement, tout de suite, et il disait « Ouf, tu nous emballes dans quelque chose, mais ça a l'air tellement le fun qu'on a le goût d'y aller. » Et la cause, elle était bonne. Oui, c'est la cause, exactement. C'était la mission aussi première, parce qu'une campagne de financement, on sait que c'est pour aller chercher des sous. Oui, on en et c'est essentiel aussi besoin. au fonctionnement de Exactement. du club. Et c'est avec, je fais une petite parenthèse, on parle du petit journal, on parle toute la richesse que ces gens-là ont, mais c'est grâce à des gens qui donnent des sous, qui nous donnent des sous, qui nous permet justement d'exploiter ces belles richesses-là qu'ils ont. Fait que c'est une petite parenthèse que je voulais ouvrir. Donc, ça vous appartient un petit peu, monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est ça. Nos 8 concurrents qu'on va nommer tantôt. J'ai pas mes lunettes. Toi, tu ben, OK. Moi, je peux les nommer parce qu'il y a vraiment des noms là-dedans. Ça va vraiment être extraordinaire. On peut les nommer tout de suite? Bien sûr, bien sûr. OK. Alors, avec la participation de Myriam Fontaine, qui est présidente de la Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi-Ouest, Gaétan Pelletier, président de la Caisse des Jardins de la Sarre, Michel Gilbert, vice-président de Ménorizon, Suzy Tousignan, directrice du Centre d'art Rotary, Rémi Mayou, que tout le monde connaît, directeur de la ressource, Isabelle Harvey, animatrice radio sur Planète, que tout le monde connaît aussi, François Gendron, député d'Abitibi-Ouest, et Sébastien Bellil, directeur général du CJEAO. Carrefour Jeunesse Carrefour Emploi. Jeunesse Emploi Abitibi-Ouest. C'est ça. Alors, il y a des beaux noms là-dedans, mais mon Dieu, il faut que la salle soit pleine à craquer. J'en suis persuadé. Alors, ces personnes-là, Mme Plourde, ont accepté tout de suite parce que c'est un défi, là. C'est vraiment un défi parce que ceux qui, il y a au-dessus de 2 millions qui regardent Dieu merci le dimanche soir. Donc, c'est la même chose. Je veux dire, le principe est le même. Le principe est le même. C'est le grand défi, en fait, est autant pour eux, nos concurrents, et notre équipe d'improvisation, nos membres. Donc, c'est là le défi, l'ampleur du défi. C'est sûr que on est en train de... Nos membres, on les pratique tranquillement. Les concurrents ne savent rien, savent la date, ne savent pas grand-chose, savent qu'ils vont être transformés.
On a habilleur, maquilleur. Fait que c'est un petit peu ça. Ils savent aussi, on a 8 concurrents, donc on va les jumeler. Pour chaque scène, il y a 2 concurrents. C'est une équipe, OK. C'est ça. Fait que c'est Ils sont formés actuellement, mais c'est sûr que vous ne dévoilez pas et on respecte ça. Mais mon Dieu Seigneur, que quand je regarde ça, que j'aimerais donc voir une équipe, moi, Rémi Mayou et François Gendron. Oh mon Dieu Seigneur. Bon, et vous pouvez être assuré que il va y avoir de l'équipement aussi. Ah oui? Oui, oui, tel fauteuil roulant, marchette, béquille, canne. Et d'autres accessoires. Fait que je vous en mets l'eau à la bouche pour vraiment venir voir ça. Ce sera vraiment extraordinaire. Et j'aimerais ajouter que à l'intérieur de notre équipe d'improvisation, c'est qu'on a des acteurs de soutien. Parce que c'est pour les rassurer aussi et pour donner aussi une belle qualité de spectacle. Oui, exactement. Et ça n'enlève absolument rien à nos membres qui vont jouer. L'équipe, l'acteur de soutien est là simplement pour ramener le membre et le motiver et l'inciter à poser des questions ou à faire ce qu'il a à faire ou fait que pour le rassurer dans le fond. Dans les acteurs de soutien, c'est un artiste bien connu de chez nous qui, la scène, il connaît ça, dont Gilles Parent. Ah, mon Dieu, oui. Okay. Oui. Et nous avons Sheila Toardy de Radio Nord, de RNC Média. C'est ça, oui. Donc, ce sont nos 2 acteurs de soutien. On travaille présentement en collaboration avec eux. Et le directeur artistique qui a bien voulu se greffer à nous, qui est Luc Lafrenière. OK. Donc, lui, là, il va, tout ce qui est technique, là, lumière, scène, où on va se placer. Donc, là, c'est toute une équipe, madame. C'est vraiment... Et ça l'a été, quand j'ai pensé cette idée-là, j'ai semé un petit peu partout, puis on dit hey, c'est le fun, oui, mais as-tu le goût de t'impliquer? Oui, j'aimerais. Alors, c'était facile. Les gens sont... J'ai demandé, ils sont venus, puis là, on travaille en collaboration, on travaille sur les décors, les costumes, la participation de tout le monde. Écoute, merci à tous ceux, là, de près et de loin, là, qui sont greffés à ça. Super. Super. Une chose qu'il ne faut pas oublier non plus, que j'étais après oublié, c'est qu'il y a une présidente d'honneur également. Et je vous laisse le soin de la nommer. Notre présidente d'honneur cette année, c'est Madame Thérèse Grenier de la SADC, qui a bien voulu accepter. Elle connaît notre mission, elle connaît notre club. Nous faisons affaire souvent avec les services de la SADC. J'ai souvent l'occasion de la côtoyer et de lui parler de la mission et de ce qu'on fait au club. Et elle trouve ça tellement généreux de la part de tout le monde, de la part de l'équipe, et elle voulait s'impliquer. Alors, c'est une façon de s'impliquer et de nous aider dans notre campagne de financement. À peine 1 minute, Madame Plourde. Alors, si on redit la date, l'heure, l'endroit, les billets sont en vente et en pré-vente seulement, c'est important de le dire également. Oui, en pré-vente. Alors, les billets sont au coût de 10 $. On peut se les procurer au Club de l'Amitié en appelant au 819-333-4652. Et les billets aussi seront en vente à partir de maintenant à la pharmacie Jean Coutu. Je vais faire ça vite parce que je vous disais que c'est un jumelage de 2 émissions. Pourquoi Star Academy? C'est que vous savez, Star Academy, il y a toujours un concurrent qui est mis en danger et on peut sauver par nos votes. Nos 8 concurrents seront mis en danger en partant et nous allons vendre des billets et pour que ce soit le choix du public. Du public. Madame Plourde, merci infiniment. Puis bon succès avec cette 3e édition du défi de l'amitié et on invite les gens à se procurer des billets au coût de 10 $. Merci beaucoup, Madame Plourde. Ça fait plaisir. Rendez-vous le 21 mars. Le 21 mars. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.